Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. La semaine qui s'achève a été une semaine relativement courte du côté des États-Unis avec Thanksgiving en cette fin de semaine, mais une semaine marquée malgré tout de déclarations intéressantes, surtout du côté de la Banque Centrale Européenne, dans un contexte où depuis un peu plus d'un mois maintenant, les taux obligataires se détendent, le 10 ans français, le 10 ans allemand ont perdu à peu près 50 points de base par rapport à leur point haut il y a quelques semaines. Eh bien, on voit des discours refleurir tout au long de la semaine. On a vu des discours refleurir tout au long de la semaine de différents membres de la BCE. Et des discours qui mettaient l'accent sur le fait qu'il n'y ait pas de place pour la complaisance, que la lutte contre l'inflation n'était pas encore gagnée, que c'est un combat qui allait nécessiter encore du temps. Et certains membres de la BCE ont été plus explicite que ça, indiquant que la probabilité d'avoir une nouvelle hausse de taux n'était pas plus faible que la probabilité d'avoir une baisse de taux. Et donc on voit comme ça que plusieurs membres de la Fed veulent un petit peu rééquilibrer le sentiment au niveau du marché, indiquant que les chiffres d'inflation sont toujours élevés. Et on a un membre de la BCE qui s'appelle Wunsch notamment, qui explique que, et c'est un peu ce qu'on ressent dans ces discours de membres de la Banque Centrale Européenne et de Christine Lagarde, qu'on a eu cette semaine, mais aussi des minutes de la BCE dont on va reparler, et bien que nous dit ce membre de la BCE, il nous dit que le pricing des baisses de taux par le marché est très optimiste et accroît la probabilité qu'un durcissement supplémentaire sera nécessaire. Et on voit bien que c'est ce qui ressort donc, dans ces minutes également de la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire le compte-rendu de la dernière réunion qu'on a eue, de la dernière réunion de politique monétaire qui s'est tenue il y a quelques semaines, on a le compte-rendu cette semaine. Et on voit bien que dans ce compte-rendu, une fois de plus, on explique qu'il n'y a pas de place pour la complaisance, que là je résume, mais qu'il y a un mandat à respecter et que malgré des informations qui nous parviennent qui sont plutôt positives sur le front de l'inflation ces derniers temps, eh bien qu'il faut faire attention à ne pas non plus être trop focalisé sur les éléments de court terme. Et que donc, il y a cette notion de mandat à respecter, que l'inflation, qui est toujours à 4,2% pour l'inflation sous-jacente en zone euro, c'est beaucoup trop élevé par rapport au mandat, qu'il faut donc revenir vers l'objectif de 2%. La BCE qui estime également qu'on est probablement face à un petit rebond de l'inflation dans les mois à venir, et explique dans ces minutes, dans ce compte-rendu, que c'est la question du dernier kilomètre qui sera la plus difficile, qu'effectivement, il y a des progrès très significatifs à réaliser depuis plusieurs mois sur le front de l'inflation, mais que c'est la course un peu finale qui sera la plus compliquée. Et donc, qu'est-ce qu'on doit conclure de ces différents propos? Eh bien, que probablement cette détente qu'on a observée sur les taux obligataires, donc sur le marché obligataire, sur les taux souverains, eh bien, n'est pas forcément du goût de la Banque Centrale Européenne, qui peut-être considère que si la détente est trop marquée au niveau des taux obligataires, si le marché en gros obligataire, et si les acteurs de marché donc estiment que les baisses de taux vont arriver peut-être plus vite que prévu, eh bien, ça a pour effet de détendre ces taux, donc de détendre aussi ce qu'on appelle les conditions financières. Et les conditions financières qui se détendent, ça veut dire aussi des coûts de crédit potentiellement moins chers, ça veut dire des facilités de financement qui seront un petit peu améliorées, et donc c'est peut-être des éléments qui pourraient freiner la lutte contre l'inflation et freiner le retour de l'inflation vers les 2%, même si on a tous vu que les chiffres macroéconomiques en zone euro se dégradaient depuis plusieurs mois. On voit que malgré ça, eh bien, la Banque Centrale Européenne ne veut pas abonder dans le sens des marchés, ne veut pas leur donner raison dans cette détente de taux et considère qu'il ne faut pas baisser la garde et que donc on a toujours une vigilance à avoir et donc pas de place pour la complaisance. Et d'ailleurs, on observe en cette fin de semaine un petit rebond sur les taux en zone euro, probablement lié à ces différents discours et à ces minutes de la Banque Centrale Européenne. On voit le taux 10 ans français, le taux 10 ans allemand, donc le rendement de l'OAT du Bund, eh bien, repartir un petit peu à la hausse. Autre élément cette semaine, la publication des indices d'activité en zone euro, les fameux PMI, à la fois manufacturiers et services. On observe quoi? C'est sur le front que globalement, les PMI restent toujours en zone de contraction, aussi bien dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services. Mais on observe toutefois le seul enseignement, en tout cas la seule bonne surprise de ces PMI, c'est que pour la partie allemande, on observe un rebond du PMI manufacturier. Il remonte dans la zone des 42, il était aux alentours de 40 la fois précédente. Ça reste extrêmement faible. 50, on rappelle, c'est la zone qui sépare l'expansion, donc au-dessus de 50, c'est l'expansion, en dessous de 50, c'est la contraction. Donc à 42, on est encore en zone largement contractée. Mais on observe quand même depuis quelques mois maintenant, depuis 2-3 mois, une petite stabilisation des PMI à la baisse. Donc ils ont cessé de se dégrader et commencent à se redresser un petit peu. Et on voit également le même type de comportement au niveau du climat des affaires en Allemagne, qu'on a eu là ce vendredi avec l'indice IFO, donc du climat des affaires en Allemagne. Nous, on est sur le 3e mois consécutif de rebond de l'indice IFO, un rebond
très modeste par rapport à l'historique qu'on a sur l'IFO, c'est un rebond qui est assez modeste, mais qui tend quand même à aller dans le sens d'un début de stabilisation de l'activité en Allemagne, en tout cas sur la partie manufacturière et un petit peu sur l'aspect du sentiment général. On rappelle aussi qu'on est dans un contexte où l'énergie a quand même beaucoup baissé en termes de prix, que ce soit le pétrole ou le gaz également, depuis plusieurs mois. Donc ça peut aussi contribuer à cette petite amélioration du sentiment, notamment dans le secteur manufacturier. Du côté de la Chine, et ça aussi ça peut jouer un petit peu sur le sentiment en Allemagne par rapport à ces questions de balance commerciale et d'échanges donc commerciaux, on voit qu'en Chine, les mesures de soutien continuent d'être annoncées par les autorités, notamment une mesure qui permet à nouveau aux banques, avec autorisation des autorités, de refaire des prêts, certaines formes de prêts, à certains promoteurs immobiliers, parmi lesquels on retrouve des promoteurs qui ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps. Je pense notamment à Country Garden, qui était même sur un défaut partiel il y a quelques jours, il y a quelques semaines même. Eh bien, on voit que les autorités donnent à nouveau l'autorisation aux banques de reprêter, sous certaines conditions, mais de reprêter aux promoteurs immobiliers en Chine. Donc ça, c'est le genre d'élément également qui permet au marché, on voit que les marchés sont toujours dans une phase, les marchés actions, j'entends, dans une phase faiblement volatile. Il y en a tout juste 13 de volatilité sur les marchés, ce qui est faible. Et probablement que toutes ces nouvelles-là contribuent à stabiliser le sentiment sur le front européen. Mais on disait aussi, la semaine dernière notamment, il y a un effet de taux qui est quand même très important. C'est-à-dire qu'on a vu que la détente des marchés actions en Europe comme aux États-Unis, qui était très puissante dans l'espace de 2-3 semaines, s'est faite en parallèle d'une détente des taux. Or, les discours de banquiers centraux, et même du côté de la Fed cette semaine, de la Réserve fédérale, on a également eu des discours assez similaires à ceux qu'on a entendus en Europe sur cette question de l'absence de complaisance qu'il fallait avoir, de la vigilance. Et donc on sent quand même que les banquiers centraux ne sont pas forcément très confortables avec ce qui se passe sur le marché obligataire. Et donc attention, si les taux venaient à rebondir un petit peu suite à ces messages de banque centrale, eh bien, ça pourrait peut-être aussi pousser à quelques prises de gains sur le marché actions, même s'il semble quand même que sur le marché actions, globalement, si on dézoome un petit peu, le sentiment, c'est quand même celui d'une détente qui ne va pas déboucher ensuite sur une nouvelle vague de volatilité absolument terrible. On a plutôt le sentiment que il y avait eu un excès de hausse des marchés actions toute la partie du premier semestre, un excès qu'on a bien corrigé sur une large partie du troisième trimestre, avec des corrections aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et puis là, à nouveau, le marché se remet en marche haussière. Mais attention, le danger, c'est peut-être de conclure que la rampe qu'on observe depuis 2-3 semaines maintenant, 3 bonnes semaines sur les marchés actions, soit la rampe qui nous amène sur les sommets et qui casse les sommets. Il est possible que ce soit simplement des phases de consolidation où on alterne des phases de baisse assez puissantes, 10%, 12, 13% de baisse, et puis de rebond comme ça de 8-9%, et puis à nouveau des baisses de 6-7%. Vous voyez, des phases comme ça un peu latérales. Dans un contexte où le sentiment, c'est encore une fois que les banques centrales ne vont pas lâcher la bride trop tôt, que les marchés obligataires ont des anticipations de baisse de taux qui ont été largement révisées, beaucoup plus proches de nous donc, que ce qui existait il y a encore 1 ou 2 mois en termes d'anticipation. Donc ça impulse le marché action, mais les banquiers centraux veulent repousser ces anticipations. Et donc, encore une fois, s'ils veulent le faire, c'est qu'ils veulent s'assurer, avant que le marché obligataire se détende pour de bon, que l'inflation est bien sur la trajectoire définitive vers le 2%, et pas seulement sur une phase où il pourrait y avoir un plateau, voire des rebonds. Or, on a entendu la bouche de Christine Lagarde et des minutes de la Fed, on a vu qu'effectivement cette crainte de rebond de l'inflation était quand même affichée dans les dernières déclarations. Du côté de la macroéconomie, on observe donc des chiffres qui continuent de se dégrader aux États-Unis. C'était l'enseignement de cette semaine sur les publications, notamment ces commandes de biens durables. Une variation mensuelle des commandes de biens durables de plus de 5% de baisse. C'est des niveaux, c'est 5,4 si je ne me trompe pas, 5,4% de baisse ou 5,7. J'ai un petit doute, mais en tout cas, c'est la plus forte baisse mensuelle observée sur les commandes de biens durables depuis 2020. Donc, quelque chose qui est en train de se passer là, sur l'économie américaine. On cite déjà des exemples de ralentissement au niveau du marché de l'emploi. On a vu des ralentissements sur l'ISM Service également, là sur les commandes de biens durables, sur les logements également. On voit que les ventes de logements existants qui ont été publiées cette semaine aux États-Unis, on a un chiffre qui était de un peu plus de 4% de repli des ventes de logements existants, alors que le consensus attendait seulement moins 2%. Vous voyez, donc on a comme ça, et on le voit notamment au niveau des indices de surprise économique qui ne cessent de se replier aux États-Unis, et bien que la plupart des publications macroéconomiques depuis 3-4 semaines eh bien, sont globalement en dessous des attentes plutôt qu'au-dessus, ce qui commence à traduire un sentiment de ralentissement. Et c'est pour ça aussi que le marché obligataire se détend parce qu'il observe ce ralentissement. Mais face à ça, pour l'instant, il se trouve face à un mur, qui est le mur des déclarations de la Fed et de la BCE, qui, elles, ne veulent pas abonder pour l'instant dans le sens de la détente des marchés obligataires.
On note également cette semaine les résultats de Nvidia qui ont été encore une fois assez spectaculaires. C'était une des 7 magnifiques, on appelle ça désormais les 7 magnifiques, ces très grosses valeurs américaines, les méga caps, que ce soit Amazon, Apple, etc. Mais Nvidia en fait partie pour les semi-conducteurs. Donc des publications encore totalement hors normes, vraiment exceptionnelles, mais pour autant on n'a pas vu de suraccélération du titre. On voit qu'on a même plutôt des prises de gains qui s'opèrent par rapport à ça. Et donc est-ce que ça nous dit quelque chose pour le compartiment tech qui a été quand même pas mal boosté par ce thème de l'intelligence artificielle qui a aussi beaucoup tiré Nvidia notamment. Est-ce qu'on arrive un petit peu je dis pas au bout, mais est-ce qu'on ne doit pas là aussi imposer une forme de consolidation qui avait déjà commencé à apparaître, on rappelle au 3e trimestre sur les semi-conducteurs, mais la rampe assez puissante qu'on a eu là depuis 3-4 semaines sur les marchés actions, notamment sur la tech, eh bien, a remis les compteurs à zéro. On revient sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis le mois de juillet. Et donc, est-ce que à nouveau ces résultats de Nvidia qui ne sont pas salués par une très forte phase de hausse, est-ce que c'est un signe peut-être d'un essoufflement de l'appétit pour certaines valeurs de croissance qui ont été bien pricées, et dans un contexte où les taux sont quand même pas énormément retombés pour autant sur les taux obligataires, voire même se redressent un petit peu en cette fin de semaine, est-ce qu'on n'a pas là un contexte qui sera un peu propice plus globalement à des prises de gains après ce gros rallye sur la tech et d'autres compartiments, mais notamment sur la tech, où la question des taux reste relativement sensible. On termine au niveau de la macro avec le pétrole, un petit point sur le pétrole qui reste toujours assez bas. On a eu un petit rebond d'un jour à l'autre, mais c'est quand même des niveaux qui restent toujours largement sous les $80. Et donc voilà, le pétrole qui reste toujours bas. Là aussi, est-ce que ça nous en dit un peu plus, ou est-ce que c'est une forme un petit peu d'anticipation du marché des matières premières, notamment de l'énergie, que la macro mondiale est assez faible. En Europe, ça, on vient de le voir, qu'elle commence à ralentir aux États-Unis. On a aussi pas mal d'indications qui vont dans ce sens-là. Donc le pétrole, pour l'instant, donne plutôt des sentiments d'une macro ralentissante. Ça aussi, ça participe du coup à détendre un petit peu les taux. Mais, encore une fois, tant que les banquiers centraux n'abondent pas dans le sens du marché obligataire, il y a un peu ce risque d'effet un peu ciseau. Où d'un côté, la macro reste contraignante, ou devient contraignante, par exemple aux États-Unis de plus en plus, en tout cas elle est moins bonne, et de l'autre, des banquiers centraux qui ne veulent pas voir les taux se détendre trop fortement. Voilà pour la synthèse de cette semaine. On regarde ce qui nous attend la semaine prochaine. Lundi, discours de Christine Lagarde devant une des commissions du Parlement européen. Donc ça, c'est toujours très important, surtout quand c'est la présidente de la Banque centrale européenne qui s'exprime. Donc évidemment qu'on surveillera ça avec attention dès lundi. Des chiffres de vente de logements neufs aux États-Unis lundi après-midi. Mardi, nous aurons des données sur la zone euro, là encore, concernant la masse monétaire. C'est un élément important parce qu'on avait noté dans le dernier podcast que la masse monétaire en zone euro, la masse monétaire M3, avait connu sa plus forte contraction historique. On avait une contraction un peu supérieure à 1% de la masse monétaire. Et c'est des niveaux qu'on n'avait jamais vus en fait, de contraction. Alors ça fait suite à des expansions de masse monétaire de plus de 10% sur les trimestres précédents. Mais là, on observe effectivement depuis quelques mois une contraction qui, depuis quelques mois, est en place, avec une amplitude de cette correction qui n'a jamais été observé en zone euro. Donc là aussi, un signe clair d'une action de normalisation monétaire bien en route, et c'est le moins qu'on puisse dire, de la part de la Banque centrale européenne. Donc on surveillera ça la semaine prochaine en termes d'évolution de ces chiffres. On aura l'après-midi des chiffres sur la confiance des consommateurs aux États-Unis. On l'a vu sur les dernières publications de la confiance des consommateurs par l'Université du Michigan, que les consommateurs américains avaient notamment des anticipations de rebond de l'inflation sur un horizon de 12 mois. Ça aussi, je pense, ça justifie une partie du discours toujours un peu semi-faucon, on va dire, des membres de la Fed. Si les consommateurs pensent qu'à un moment donné, dans les mois qui viennent, l'inflation va rebondir, c'est qu'ils ne sont pas forcément totalement convaincus que l'action de la Fed est totalement suffisante pour amener cette inflation à 2%. Et ce qui est aussi paradoxal, parce que de l'autre côté, on voit que le marché immobilier s'est nettement dégradé, etc. Mais pour autant, une partie des consommateurs américains, une large partie dans cette étude, considère que l'inflation va plutôt repartir dans les mois qui viennent que l'inverse. Donc ça, c'est des choses que la Fed regarde et qui conditionnent aussi probablement une partie de ces discours. Et d'ailleurs, juste après ces chiffres sur la confiance des consommateurs la semaine prochaine, donc mardi après-midi, on aura toute une série de speakers de la Fed qui vont s'exprimer. Ils sont 4 ou 5 à s'exprimer mardi après-midi. Donc une grosse journée là aussi tournée vers la Fed. Mercredi, ce sera la publication des chiffres de la croissance américaine pour le 3e trimestre. Ce sera la 2e estimation. On rappelle que c'était 4,9% à la première estimation, ce qui est absolument gigantesque. On verra ce qu'il en est pour la 2e estimation.
Et puis mercredi soir, le livre beige de la Fed qui nous donne une photographie de l'économie américaine, district par district, là où sont implantées les différentes Fed régionales. On fait remonter comme ça toute une série d'informations sur l'activité dans les services, dans la partie manufacturière. C'est ce qu'on appelle une sorte de recueil d'anecdotes, pour prendre le terme exact. C'est ça qu'on recueille comme ça plein d'informations de terrain qui sont publiées dans le beige book. Donc ça, c'est toujours un élément important pour voir les tendances sur les prix, sur l'emploi, sur l'activité. Toujours intéressant à surveiller. Jeudi, on aura des chiffres pour la Chine. Attention à ça, chiffres importants, les PMI, services et manufacturiers publiés jeudi. On aura ensuite des chiffres sur la consommation en zone euro. On sait qu'elle est faible, cette consommation en zone euro. Eh bien, on aura les chiffres pour l'Allemagne et pour la France la semaine prochaine. Donc, gros repère par rapport à la consommation et donc à la tendance macro un peu globale en zone euro. On aura également les chiffres, et ça aussi c'est le gros rendez-vous pour la BCE, des chiffres d'inflation en zone euro qui seront communiqués jeudi. On attend une amélioration de l'inflation cœur. On attend qu'elle passe désormais sous les 4%. Elle était à 4,2 sur la publication précédente. On l'attend désormais légèrement sous 4%, je crois 3,9 si je ne me trompe pas, consensus pour jeudi prochain. Et puis on aura également dans l'après-midi des chiffres sur l'emploi américain, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui étaient d'ailleurs assez faibles cette semaine. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais des chiffres d'inscription au chômage qui s'étaient à nouveau un petit peu affaiblis. Donc à nouveau peut-être toujours un petit point d'interrogation, cette vigueur du marché de l'emploi américain. Donc on surveillera ça jeudi après-midi, ainsi que des données sur le revenu des ménages américains et le niveau de leurs dépenses. Et puis on finira la semaine vendredi avec des indices d'activité, notamment l'ISM manufacturier pour la partie américaine et une intervention prévue de Jérôme Powell vendredi soir. Excellent week-end à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.